Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous irons en Irak, où la population s'étonne du manque d'émoi et de solidarité après l'attentat qui a coûté la vie à 300 personnes dans un quartier chiite de Bagdad. Nous irons également en Israël, où une loi controversée concernant les ONG a été votée par la Knesset. Enfin, nous irons à la rencontre d'un jeune Palestinien qui rêve de qualification aux Jeux Olympiques. 300 morts à Bagdad, c'est le bilan de l'attentat le plus meurtrier depuis 2003. Un calcul macabre, dépourvu d'humanité, auquel tout le monde semble habitué. Certains s'étonnent du manque de solidarité à travers le monde et refusent cette fatalité. Derrière ces 300 personnes fauchées la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, il y avait des visages, des noms et une histoire. Florence Thomasou. Bagdad visé par un attentat, un phénomène devenu quasi quotidien. Mais le 3 juillet dernier, les djihadistes du groupe État islamique ont fait un carnage. Près de 300 morts, dont de nombreux enfants, plus de 250 blessés. À Bagdad, l'émotion est énorme. 3 jours plus tard, les habitants se rassemblent par milliers sur le lieu même où le kamikaze a fait sauter sa voiture bourrée d'explosifs. Une veillée d'hommage est organisée devant les bâtiments détruits. Des bougies sont allumées un peu partout, devant et à l'intérieur du centre commercial visé. Comme en Occident, des messages et des photos de victimes ornent les façades noircies par les incendies provoqués par les explosions. Mais pour ces Irakiens dévastés, la solidarité s'est limitée à leur pays. Beaucoup se demandent pourquoi aucun monument dans le reste du monde ne s'est paré des couleurs irakiennes. Pourquoi ce silence sur les réseaux sociaux? À Londres, un homme a voulu mettre un visage sur chaque victime. Mustapha Al-Najafi, irakien résident en Grande-Bretagne, s'est insurgé du manque d'empathie des médias en général. Alors sur Twitter, il publie les photos de ses compatriotes disparus. Channel 4 est une des rares télévisions occidentales à reprendre ces photos pour en faire une vidéo. Les visages se succèdent, avec à chaque fois quelques lignes, pour que ces victimes ne soient pas qu'un chiffre. On y voit Adel Euro, jeune danseur qui allait se marier. Issa Al-Obaidi, élève à Bagdad, fan de foot et surtout du Barça. D'autres, comme Ali Dilem, caricaturiste algérien, dénoncent sur la toile la banalité des attentats qui frappent la région. Je suis habitué a pris la place de Je suis Charlie. Une affiche choc qui tente d'éveiller les consciences sur ces attentats toujours plus nombreux qui se produisent loin de l'Occident pour que ces attaques ne se résument pas seulement à un bilan évolutif. On en vient à cette loi controversée votée par le Parlement israélien. Elle oblige les ONG recevant au moins la moitié de leur financement de gouvernements étrangers à le déclarer officiellement. Les organisations les plus concernées sont celles de gauche, celles ouvertement opposées à la colonisation. Les autres ONG qui se réclament de la droite et qui soutiennent la colonisation reçoivent une très grande partie de leur financement de donateurs privés. Elles ne sont donc pas concernées. Cela faisait plusieurs mois que ce projet de loi inquiétait la communauté internationale. Il vient d'être adopté par la Knesset. Désormais, en Israël, toutes les ONG financées à plus de 50% par un pays étranger sont obligées de le signaler. Nous attendons de ces pays qu'ils respectent Israël et qu'ils choisissent la voie diplomatique plutôt que de financer à coups de millions de dollars ou d'euros des ONG qui tentent de promouvoir leurs opinions. Sur le papier, la loi ne vise pas spécifiquement les ONG en fonction de leur proximité avec des partis politiques. Mais dans le pays, les ONG réputées de droite, qui soutiennent les colonies, dépendent la plupart du temps de dons privés. Elles ne sont donc pas concernées par les nouvelles mesures. C'est une très mauvaise loi qui a pour but de chasser certaines ONG qui aident prétendument la gauche. Ce n'est pas bien. La droite compte beaucoup d'ONG qui la soutiennent. Si nous voulons faire une loi pour inspecter les ONG, nous devons travailler sur une loi générale. Le Premier ministre israélien, lui, défend une loi de transparence, mais l'opposition y voit surtout de la discrimination. La plupart des ONG qui reçoivent des fonds venus de l'étranger sont contre la politique du gouvernement à l'égard des Palestiniens. C'est loin d'être transparent. C'est antidémocratique. C'est l'étranglement de la gauche. Ils visent des communautés et des associations spécifiques. On parle de B'Tselem, d'Adala, de Keeping the Silence. 3 noms d'ONG israéliennes de défense des droits de l'homme ou contre la colonisation des territoires palestiniens.
désormais en première ligne face à cette loi. Une solution à deux États n'est pas inaccessible au Proche-Orient. C'est le plaidoyer du ministre égyptien des Affaires étrangères. Samah Choukri s'est rendu en Israël pour rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est la première visite d'un ministre égyptien en Israël depuis 9 ans. Il a proposé l'aide de son pays pour relancer les négociations de paix avec les Palestiniens. Les commentateurs de matchs de football sont en général des hommes, y compris dans les pays occidentaux. Dans le monde arabe, la règle est encore plus vraie. Mais cela commence à changer. En Égypte, une jeune femme de 27 ans, dentiste de formation, a réussi à percer dans ce milieu et à imposer sa voix et son style. Portrait signé Inès Olagaray. De la carie au penalty, pour Manar Saran, il n'y a qu'un pas. Quand cette jeune femme referme la porte de son cabinet de dentiste, c'est pour rentrer chez elle et regarder les matchs de football qu'elle a manqués. Et le ballon rond, ce n'est pas seulement une passion, c'est aussi son métier. À 27 ans, Manar est la première égyptienne à percer dans le monde très fermé et très masculin des analystes sportifs. Évoluer en tant que femme dans le milieu du football me motive à montrer ce que je sais faire. Si j'étais un homme, mon opinion serait automatiquement respectée. Mais parce que je suis une femme, je dois toujours garder une longueur d'avance pour montrer que je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce sport. Manar visionne tous les matchs 2 fois avant de passer sur les plateaux de télévision. La jeune femme a fait ses débuts d'analyste dans un journal indépendant avant d'être repérée par les chaînes sportives. Elle apparaît maintenant régulièrement sur CBC pour commenter les matchs des clubs nationaux et internationaux. واحنا متعودين مع الفرق الايطاليه كده هنعرف كويس يعني من بعيد كده النتيجه حلوه بس المشكله طريقه لعب اليوفي هتفضل كده في العوده يعني بوجبا لسه هيرجع ويلعبوا هجمات مرتده اكتر من دلوقتي هيبقى عندهم خط وسط بتاعهم اقوى من الماتش ده. Les Égyptiens trouvent étrange qu'une femme puisse autant s'y connaître en football et ses connaissances sont tout sauf superficielles. Elle a des chiffres, de l'analyse et elle suit de près les dernières nouvelles. Après avoir essuyé des moqueries pendant longtemps, Manar compte désormais des milliers d'abonnés sur Twitter et a gagné le respect de ses pairs. Elle fait aussi la fierté de sa famille. Elle a toujours voulu jouer au foot, mais il n'y avait pas d'endroit où les filles pouvaient jouer au foot en Égypte. Nous étions prêts à nous déplacer exprès, mais il n'y avait vraiment aucun lieu adapté pour cela. Manar est fascinée par les clubs européens. Son rêve serait de partir faire carrière en Espagne pour suivre les matchs du Real Madrid, l'ancien club de son joueur préféré, Zinedine Zidane. Nous allons continuer à vous parler sport, mais cette fois, je vous propose de plonger dans le rêve de Mohamed Al-Khatib. À 25 ans, ce Palestinien s'entraîne pour porter les couleurs de son pays et monter un jour sur la première marche du podium des Jeux Olympiques. De Ramallah en Cisjordanie à Houston aux États-Unis, regardez le reportage de Pierrick Laurent et Valérie Defer. Sous la chaleur accablante du Texas, Mohamed Al-Khatib s'entraîne chaque jour pour accomplir son rêve, remporter la première médaille olympique de la Palestine. Ce Palestinien de 26 ans espère disputer le 100 mètres des Jeux Olympiques de Rio cet été. Je veux prouver d'une façon ou d'une autre que l'occupation ne va pas emprisonner notre esprit. Et une fois que notre esprit sera libre, alors le physique suivra. Mohamed est suivi de près par Bill Collins, l'un des meilleurs coachs mondiaux, avec plusieurs records du monde à son actif. Qu'est-ce que Mohamed trouve ici qu'il n'y a pas en Palestine ? Un entraîneur, une piste d'athlétisme, des crampons, rien de tout ça n'est disponible en Palestine. Et pour financer son entraînement à l'étranger, celui qui est à Ramallah, prof de yoga, a récolté 12 000 € grâce à une campagne de financement participatif. Ce n'est pas le rêve d'un seul homme, c'est le projet de tout un peuple. C'est ce qui me donne l'énergie de continuer. Le rêve de Mohamed est né il y a 4 ans, à plus de 10 000 km de là, sur ce terrain de l'université de Birzeit, près de Ramallah. Ça, c'est son couloir, parce qu'il aimait le chiffre 2, et il courait toujours sur cette piste. Ahmad était en colocation avec Mohamed sur ce campus. Il a ici passé des centaines d'heures à soutenir son ami. Un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Je veux réussir un exploit personnel. »
Je veux courir le 100 mètres. Je lui ai répondu, ok, je vais t'aider. On partait du bout de la piste, là-bas. Tout ce que j'avais comme matériel, c'était un chronomètre et un sifflet. Un équipement rudimentaire, une piste en asphalte de seulement 88 mètres de long. Dans ces conditions, impossible d'atteindre un niveau international. Le problème concerne en fait tous les athlètes palestiniens, quelle que soit la discipline. Nos athlètes qui sont qualifiés pour Rio s'entraînent tous à l'étranger et pour le moment ils sont 5. La principale raison, c'est l'occupation. L'occupation israélienne nous impose des restrictions et nous empêche d'importer des équipements dont nous aurions besoin dans notre pays. Retour au Texas. Pour obtenir un temps officiel, Mohamed participe à une compétition locale. Pour être qualifié, il doit courir le 100 mètres en 10 secondes 16, un temps difficilement réalisable à quelques semaines des JO. Peut-être que je n'irai pas à ces Jeux-là, mais je continue à viser la médaille olympique, peut-être dans 4 ans. Mais cette passion est bien vivante, dans mon cœur et dans mes jambes. Qu'il se qualifie ou non, Mohamed a désormais les armes pour progresser, une expérience rare pour un sportif palestinien. On se quitte sur ces images du premier opéra libanais en arabe adapté de Antar et Habla, un Roméo et Juliette de l'époque pré-islamique. Antar, éperdument amoureux de sa cousine Habla, se voit refuser sa main par ses parents. Il part à la recherche de 1000 chameaux rouges qui serviront de dot à Habla pour le mariage. Une légende qui implique l'un des plus grands poètes pré-islamiques, Antar, connu pour sa bravoure et son esprit chevaleresque. L'opéra a débuté à Beyrouth avec 160 musiciens et une troupe de chanteurs et acteurs proposant un mélange unique de poésie et d'histoire arabe pré-islamique. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.